Ok. Bien, Julien Sandre, vous êtes l'auteur d'un certain nombre de livres. On va parler d'un livre particulièrement, mais qui est peut-être le pivot finalement non pas de toute votre œuvre, mais à partir duquel on va parler de votre œuvre. En 91, Régine Deforge publie de vous un texte qui n'était pas censé, si j'ai bien compris, dans votre bibliographie, arriver en troisième. En tout cas, au niveau de la publication, il est arrivé en troisième, oui. Mais vous l'avez écrit avant. Absolument. Donc j'ai écrit le texte auquel vous faites référence et à la splendeur abandonnée, je pense. C'est un texte que j'ai écrit, si ma mémoire est bonne, en 1985, que j'ai adressé à une revue qui m'avait fait la demande d'un texte érotique. Il m'a semblé que ce texte correspondait à cette demande. Je n'ai reçu de la revue qui me le demandait qu'un avis négatif, m'indiquant d'ailleurs que ce texte était relativement médiocre et qu'en conséquence il ne serait pas publié. Et en effet, il s'est passé quelque chose d'un petit peu étrange ensuite, c'est qu'en 1988, j'ai reçu la visite de la police qui m'a arrêté. Il était question de ce texte, enfin ce texte motivait mon arrestation. Et en 1991, donc encore un petit peu plus tard, Régine Deforge, qui m'a beaucoup défendu au moment où j'ai été inquiété par la police et par la justice, a souhaité publier ce texte qui donc n'est sorti qu'en 1991, accompagné d'un choix d'autres textes érotiques. Un choix de texte érotique que j'ai appelé Affinité licencieuse, mon texte, à la splendeur abandonnée, étant lui-même un texte dit érotique. C'est un court texte, oui. Sous forme de poème, c'est ça? Tout à fait, c'est un texte qui compte, je crois, 3 pages, enfin, et qui est, selon les points de vue de la prose poétique ou de la poésie en prose, je ne sais pas, en tout cas qui évoque en effet plutôt la poésie, qui est une évocation, une fiction à caractère érotique. Comment vous avez interprété cette descente de police? Parce que vous êtes un cas singulier et en même temps terrifiant dans ce qui vous est arrivé, puisque c'est la première fois qu'un texte non paru donne lieu à une descente de police. Donc comment ce texte, à votre avis, a circulé et pourquoi il a suscité une violence telle policière? Alors mon cas, je crois, disent les spécialistes de la censure, est un cas relativement singulier, puisque pour la première fois, un écrivain est inquiété et même arrêté en raison d'un texte qui n'a jamais été publié. Donc c'est d'ailleurs ce caractère singulier qui a valu, je crois, qu'on me soutienne autant et qu'on me défende autant, que la presse en parle autant, qu'un très grand nombre d'écrivains et d'éditeurs, indépendamment du fait, indépendamment de toute appréciation des qualités littéraires de mon texte, se sont mobilisés pour une question de principe. Parce que mon arrestation, si on la laissait silencieuse, ouvrait la voie à l'arrestation de toute personne dont le journal intime, la correspondance, donc à caractère privé, présenterait, je ne sais pas quel défaut ou à laquelle on pourrait opposer des griefs. Pour quelle raison, à votre avis, vous avez fait l'objet de... Enfin, ce texte, plus particulièrement, fait l'objet de cette... les raisons pour lesquelles on m'a arrêté sont, je crois, multiples. Il s'agit vraiment de la conjonction d'un certain nombre de facteurs. Il faut se replacer dans le contexte politique de l'époque. On est au moment où le premier septennat de François Mitterrand s'achève et où la campagne en vue du second septennat, enfin, ce qui sera finalement le second septennat de François Mitterrand, est commencée. La droite, à ce moment-là, espère naturellement que Jacques Chirac sera président de la République. Et donc le duel qui se prépare est celui qui opposera
François Mitterrand et Jacques Chirac. Il apparaît, les instituts de sondage indiquent que François Mitterrand est mieux placé et que la droite, si elle souhaite, si le candidat de droite, Jacques Chirac, souhaite être président de la République, il faudra probablement un apport de voix relativement conservatrice ou traditionnaliste ou moraliste, je ne sais pas comment les appeler. Je serais tenté personnellement de dire rétrograde. Et donc une exposition est organisée par le ministre de l'Intérieur de l'époque. Non, je dis une bêtise. Non, le ministre de l'Intérieur de l'époque, puisqu'on était en cohabitation, enfin la cohabitation, qui était aussi le directeur de campagne de Jacques Chirac. Il s'agit donc de Charles Pasqua, qui organise une exposition qu'il appelle le Musée des Horreurs, à laquelle il convoque la presse. Et on peut voir dans cette exposition un certain nombre de textes littéraires, dont le mien, mais aussi le dernier roman de Mathieu Lindon, qui lui était bel et bien publié, un roman qui s'appelle Prince et Léonardour, et que je tiens pour un très grand roman, personnellement. Et tout ça mélangé, enfin, ces textes de littérature mélangés à des affiches de publicité pour le Minitel Rose, à des magazines comme Playboy, Guépier, etc., avec ce discours qu'il conviendrait de faire une sorte de ménage ou de prendre des précautions pour que les enfants qui marchent dans la rue ne soient pas sollicités par des représentations de ce type qui portent atteinte à la morale. Et voilà. Donc cette exposition a été une sorte de fiasco, il faut bien le dire. Ça n'a intéressé personne. Pas même la presse la plus conservatrice ou la plus réactionnaire. Et finalement, cette chose s'est noyée à la fin de la campagne présidentielle qui s'est achevée par la réélection de François Mitterrand. Le livre de Mathieu Lindon a été évidemment remis dans le commerce, le magazine Guépier a continué, Playboy et les autres, et le Minitel Rose a continué aussi à coller ses affiches sur les murs de la capitale. Plus précisément, quand vous avez été interrogé par la police, il semblerait que, comme la police le fait assez souvent, on mélange l'œuvre de fiction et la vie de la personne qui écrit. Oui, je pense que la police est probablement la plus mal choisie pour arrêter les écrivains. Alors j'imagine que quand un écrivain commet un crime et que ce crime est tout à fait... C'est un crime banal, là en effet tout va bien, si je peux m'exprimer ainsi. Quand il s'agit de juger du caractère délictueux d'un texte, évidemment la police nationale n'est pas armée, n'est pas équipée intellectuellement ou autrement pour le faire. Donc il est très difficile de se justifier aux yeux de la police. Quand j'ai commencé naturellement par expliquer que le texte dont on me reprochait de l'avoir écrit était un texte de fiction, j'entendais par là évidemment d'imagination, l'un des policiers m'a dit vous vous moquez de nous, nous voyons bien que ça ne se passe pas dans les étoiles. Bon. Donc pour lui, fiction signifiait probablement science-fiction. Donc j'ai dû faire un petit cours pour expliquer que j'avais parlé de fiction et non pas de science-fiction. Bon. Je raconte seulement cette anecdote qui donne une idée, évidemment, du malentendu à l'intérieur duquel il faut se débattre quand on est soumis à un interrogatoire de ce genre. Bon, mais ça, c'est pour ce qui est de la police. Pour ce qui est de la justice, parce que j'ai été arrêté sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, donc la police, évidemment, n'est qu'exécutante dans cette affaire. J'ai dû répondre à un interrogatoire qui émanait, lui, du juge d'instruction, qui était d'un autre niveau. Alors, évidemment, là, à l'évidence, le juge d'instruction savait ce qu'est un texte de fiction, etc. Et là, c'est davantage pour des questions d'atteinte à la morale, en effet, que l'on m'a interrogé. On a considéré que mon texte portait atteinte à la morale gravement, en ce sens que... Alors il y avait 3 raisons à ça, 3 griefs principaux. Le premier est qu'il s'agit d'une relation
tout à fait explicitement homosexuel, ce qui ne me paraissait pas formidablement criminel. Sans doute me suis-je trompé. Le deuxième grief était que il semblait, rien dans mon texte ne l'indique, que l'un des deux protagonistes, puisqu'il y en a deux de cette aventure amoureuse et aussi érotique et aussi sexuelle, mais c'est bien d'une histoire d'amour qu'il s'agit, de mon point de vue d'auteur, qu'il y a un décalage important d'âge entre les deux protagonistes et que peut-être l'un des deux protagonistes ne serait pas majeur. Donc là, on est déjà dans le commentaire ou dans l'interprétation du texte. Et le troisième point, qui sans doute était le plus scandaleux, mettons des guillemets au mot scandaleux, c'est que la personne la plus âgée, le protagoniste le plus âgé des deux, serait, et je dis serait parce que ce n'est pas forcément mon point de vue, présenté comme étant la victime de la personne la plus jeune. Voilà. Donc ces trois raisons m'ont été exposées comme portant gravement atteinte à la morale, et j'ai dû me justifier, ce que je n'ai pas véritablement cherché à faire, considérant que je n'étais évidemment pas présent. Je n'ai pas assisté à la scène dont je parle, je n'en étais pas l'un des protagonistes. Il s'agit d'un texte de fiction, il s'agit de littérature, et donc il est extrêmement difficile de se positionner par rapport à ça comme on le ferait d'un moment de réalité. Voilà. Et finalement, le verdict? Alors, c'est une histoire amusante, si on veut. Enfin, elle est amusante avec le recul. Sur le moment, je l'ai trouvée extrêmement pénible, douloureuse même. J'ai mis beaucoup de temps à surmonter cette mise en accusation, ces reproches qui m'étaient faits. Au bout du compte, il n'y a jamais eu de jugement. Je suis resté interdit de sortie du territoire français pendant un certain nombre de mois. J'ai reçu à plusieurs reprises la visite de la police qui m'a posé des questions quant au contenu de certaines de mes conversations téléphoniques, puisque j'étais à ce moment-là sur écoute pendant assez longtemps, avant mon arrestation et après mon arrestation. Et malheureusement, je suis fiché à Interpol, et quand on est fiché à Interpol, il se trouve qu'on est fiché à vie. C'est comme ça. Donc j'ai demandé bien sûr à mon avocat de bien vouloir se procurer la fiche me concernant dans les archives d'Interpol, puisqu'il n'y a pas eu de jugement, puisque les poursuites dont je faisais l'objet ont cessé en même temps que la campagne présidentielle. Il n'y a rien sur ma fiche. Il y a simplement mon nom, un numéro, rien à l'intérieur. Pour ce qui est des archives de la justice française, à la cote qui est la mienne, et qui correspond là aussi à mon nom et à mon affaire en tout cas, le dossier est vide. C'est-à-dire qu'on a enlevé les documents papier qui s'y trouvaient. Voilà, donc je ne suis plus inquiété du tout. Le seul problème est que quand on est fiché à Interpol, on a du mal à prendre un avion, ça prend un peu plus de temps, parce qu'on fait l'objet de contrôle. Quand la police de l'air et des frontières tape votre nom sur le terminal de l'ordinateur, ça sonne, et on pense que vous êtes éventuellement un personnage dangereux. Et donc simplement, ça retarde un petit peu le décollage des avions. Mais c'est un cas d'autant plus singulier, indépendamment du fait que le texte n'était pas sorti, puisque la revue ne l'avait pas pris, mais indépendamment de ça, on assiste véritablement avec ce qui vous est arrivé à une lecture extrêmement politique, finalement, des écrits sur le corps. C'est-à-dire que oui, ce qui arrivait à un moment donné dans les siècles précédents, voire même avant 68, où les écrivains étaient directement impliqués, les éditeurs aussi, les imprimeurs aussi, et où le livre disparaissait, vous avez fait l'objet, même physiquement, de cette... il n'est donc jamais
On n'écrit pas impunément sur le corps. Je pense que la littérature reste subversive. Je pense aussi que c'est tant mieux, et que l'art, de manière générale, doit être subversif. Je m'inquiéterais beaucoup d'une démocratie qui ne produirait qu'un art finalement conforme, enfin, un art qui serait très exactement la réponse à la demande consensuelle. Il me semble que l'art serait mort et ce serait tout à fait tragique. Je pense que la littérature doit être subversive, que ce caractère subversif inquiète ou quelquefois dérange dans des périodes politiques en effet sensibles, dans des moments de l'histoire plus sensibles que d'autres, et qu'il arrive, comme il est arrivé beaucoup, mais il arrive, semble-t-il encore, bien qu'on me dise que je sois le dernier, enfin, à avoir déclenché ça, mais il arrive encore que le personnel politique soit contrarié, que des textes non conformes, non consensuels paraissent et ajoutent quelques aspérités là où quelque chose de plus lisse conviendrait mieux. Enfin. Oui, non, ça j'en suis certaine qu'effectivement ça dérange beaucoup. Peut-être que c'est vrai que vous êtes le dernier à avoir, d'une longue série, à avoir été inquiété de cette manière, parce que, encore une fois, ça a été presque un emprisonnement physique, alors que s'il arrive encore que des livres soient interdits, ou des écrits mis un peu entre parenthèses, et c'est vrai qu'il y en a eu quelques-uns ces temps derniers, néanmoins, on n'assiste pas à une telle violence, à un déferlement de telle violence. Et là, il y a bien ce que vous expliquiez tout à l'heure, l'illusion du politique, ou en tout cas d'une manœuvre politique avec un écrit qui contrevenait à la morale ambiante. Et vous avez fait, et vous disiez, alors, que vous avez fait l'objet de... Il y a eu un comité de soutien autour de vous. Mais pas simplement parce que vous étiez singulier dans votre cas, il y a eu aussi des auteurs assez prestigieux. Est-ce que vous pourriez en citer quelques-uns comme ça? Eh bien, en effet, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai été libéré, élargi, dit-on, je crois, de ma garde à vue, on m'a demandé instamment, la police m'a demandé instamment de ne pas piper mot de cette affaire et en particulier de ne pas alerter la presse. Mon caractère est fait de telle manière que la première cabine téléphonique venue, puisqu'à cette époque il n'y avait pas de téléphone mobile, j'ai appelé Libération et le Canard enchaîné, Libération titrant le lendemain sur le jeu de mots était, je crois, faut-il brûler Cendre. Bon. Et donc un certain nombre d'écrivains que je ne connaissais pas à titre personnel, parmi lesquels, et la première desquelles était Marguerite Duras. Marguerite Duras s'était émue de cette situation et a alerté un certain nombre d'autres écrivains, mais aussi des éditeurs, son éditeur de l'époque, Jérôme Lindon, d'autres gens, Mathieu Lindon étant lui-même inquiété. Enfin, tout ça fait boule de neige. On était dans un moment paranoïde, enfin, je crois, pour ce qui est de la création littéraire, et en raison de cette exposition du Musée des Horreurs, et les gens étaient déjà très sensibilisés, très attentifs. Et un certain nombre de gens, dont André-Pierre de Mandiac, par exemple, qui a pris soin de me dire d'ailleurs qu'il souhaitait signer en ma faveur pour que les poursuites dont je faisais l'objet cesse, alors qu'il n'avait rien signé depuis la guerre d'Algérie. Donc j'étais d'autant plus, je ne sais pas, reconnaissant enfin, de ce geste. André-Pierre de Mandiac m'a précisé d'ailleurs qu'il considérait lui aussi, finalement, comme cette revue à laquelle je l'avais envoyé, que mon texte était un mauvais texte. Ce n'était pas parce qu'il trouvait que mon texte était beau qu'il souhaitait signer, mais bien parce qu'il considérait que ce qu'il m'arrivait était parfaitement scandaleux, inadmissible et formidablement inquiétant. Mais d'autres écrivains, de toute obédience, j'allais dire, politique, enfin, je ne sais pas, Régine Deforge, Geneviève Dorman, Gabriel Matzneff, toutes sortes de gens nombreux ont souhaité s'associer à ce mouvement, ont écrit le texte d'un manifeste
qui a été lui aussi largement publié. Amnesty International s'est ému de mon cas et m'a invité, là encore, à participer à des forums, etc., pour parler de cette histoire. Et voilà, enfin, j'ai été, et j'en suis très heureux, enfin, véritablement très soutenu, très très soutenu. Et Marguerite Duras a obtenu de François Mitterrand qu'il intervienne pour que je sois moins inquiété. Et ensuite, François Mitterrand réélu, les choses se sont progressivement apaisées. Néanmoins, quand Régine Deforges, elle est connue pour ce courage-là aussi, parce que Régine Deforges était un éditeur avant même d'être un écrivain qui a elle-même été victime de la censure en tant qu'éditeur. Elle a été inquiétée et quelquefois même elle a dû se défendre devant les tribunaux, notamment d'ailleurs pour avoir publié un texte d'André-Pierre de Mandiargue, ce qui est amusant. Régine Deforges a souhaité instamment publier ce texte qui ne l'avait pas été et qui probablement, si je n'avais pas été arrêté, ne l'aurait jamais été d'ailleurs. Donc là aussi, il y a quelque chose d'un petit peu, un effet pervers finalement de cette censure qui, si elle ne s'était pas manifestée, n'aurait pas fait la moindre publicité sur mon texte et aujourd'hui nous ne serions pas en train d'en parler. Donc Régine Deforges a souhaité publier ce texte. J'ai accepté naturellement. Elle l'a fait avec un certain courage et au moment encore, c'est-à-dire encore en 1991, au moment de la parution du livre, on a considéré, en tout cas la presse a considéré que je ne manquais pas de toupet tout de même. C'est-à-dire que finalement, les poursuites dont j'avais fait l'objet s'étaient arrêtées. On attendait de moi, j'imagine, que je m'estime heureux de cet état de fait et que je ne bronche plus jusqu'à la fin de mes jours. Donc on m'a reproché quelquefois, pas toujours loin de là, mais on m'a quelquefois vertement reproché d'avoir persisté et signé en publiant ce texte. Et Régine Deforges a dû elle aussi répondre à des questions de journalistes quelquefois virulents. Et alors, je pense qu'on ne va pas encore manquer de trouver que vous avez du toupet, puisque j'ai entendu dire que vous alliez republier ce texte, enfin que Maison d'édition allait republier ce texte et son histoire, d'une certaine manière, augmentée d'un certain nombre de textes, notamment d'une conversation que vous avez eue avec Marguerite Duras. Alors, il y a un projet de réédition de ce texte aujourd'hui. Les éditions Régine Deforges ayant malheureusement disparu, ce texte, aujourd'hui, ce livre n'est plus disponible. Et à l'initiative de Dominique Noguez, qui m'a fait apercevoir à quel point mon histoire restait singulière, 10 ans après, un peu plus de 10 ans, après mon arrestation, ou 10 ans en tout cas après la publication du livre par Régine Deforges, Dominique Noguez a considéré et m'a convaincu que publier ce texte, mais adjoindre à cette publication l'histoire de ce texte, aussi complète que possible, sous la forme d'un dossier, enfin, raconter tout ce que ce texte a produit de réaction. Présenter, selon lui, un intérêt historique, du point de vue de l'histoire de la littérature. Alors, j'étais d'abord très, très réticent. Cette affaire douloureuse, enfin, je ne tenais pas absolument à ce que ce qui reste assez douloureux pour moi soit forcément réactivé. Mais finalement, j'ai accepté. Et un éditeur, alors à son tour courageux, qui peut-être s'expose à de nouvelles réactions, je ne sais pas, mais qui semble considérer, comme Dominique Noguez, que ça présente quelque intérêt que de raconter l'un des derniers cas de censure, ou le dernier cas de censure, j'allais dire frontal. La police arrivant chez un écrivain pour l'arrêter et l'emmener manu militari dans une voiture toute sirène hurlante, dans une antenne de la police judiciaire. Bon, je suis le dernier spécimen et ça présente un intérêt, semble-t-il. Et puis c'est une manière aussi, la raison, enfin, principale peut-être pour laquelle j'ai accepté n'est pas
bon, bien sûr, je conçois que ça présente un intérêt historique, mais dont je me serais, pour ce qui me concerne, passé. Je considère que, pour moi, c'est de manière plus personnelle, c'est une manière de rendre hommage aux gens qui se sont battus pour moi à un moment où j'étais vraiment sur le tapis et terrassé par ce qui m'arrivait. C'est une manière de leur rendre hommage que de publier leurs réactions, que de raconter ce qu'ils ont fait pour moi, comment ils sont intervenus. Voilà, c'est une manière de dire merci aussi pour ce qui me concerne. Oui, et au-delà de ça, c'est aussi une manière de mettre à nouveau en valeur le texte et de voir quelle réaction il peut produire. Parce que maintenant, il faut peut-être qu'en 2002, on s'intéresse plus au texte qu'aux réactions, indépendamment évidemment du document historique que ça présente, littéraire et historique. Il est toujours intéressant de repasser et de voir si les mêmes causes produisent les mêmes effets, pardon, mais d'autre part aussi faire le point sur ce texte. Je crois que les mêmes causes ne produisant pas toujours les mêmes effets, il est assez probable que, et ça m'intéresse évidemment, mais il est assez probable que la réaction suscitée par la lecture de ce texte sera très différente en 2002 de ce qu'elle a été en 88 et même encore en 91. En tout cas, je l'espère. Je l'espère. Mais j'aimerais qu'on puisse lire ce texte pour ce qu'il est. C'est-à-dire que c'est le contraire d'un pamphlet, c'est le contraire d'un manifeste, c'est le contraire d'un tract militant, c'est le contraire de ça. Enfin, ce n'est pas le contraire, c'est à côté. Il s'agit d'un texte parmi d'autres textes que j'ai également écrits. Un texte qui a été lu, je crois, de manière relativement déformante. J'aimerais bien qu'aujourd'hui, on puisse faire une lecture apaisée et neutre de ce texte. Et le lire pour ce qu'il est, pas en raison d'un contexte quel qu'il soit. Le texte, davantage que le contexte. Cette fois-ci, peut-être. J'en serais heureux. Oui, c'est ce que vous souhaitez. Qu'est-ce qui vous semble, vous, dans le paysage, on reviendra à votre œuvre, parce qu'elle est forcément intéressante, mais qu'est-ce qui vous semble, vous, avoir changé en 2002 par rapport au texte qui émerge maintenant, enfin, où on voit qu'il y a comme ça une espèce de succès, alors à la fois justifié, non justifié, mais où on a l'impression qu'il y a une espèce de plus grande liberté d'expression. Est-ce que ça vous semble vrai déjà ? L'impression qu'il serait plus facile aujourd'hui d'aller au-devant de ce qui choque, de ce qui provoque et que ça ferait vendre, me paraît être une impression relativement fausse ou semi-fausse. Je crois qu'il y a toujours une sorte de censure qui s'exerce à l'encontre de certains textes, mais que c'est une censure infiniment plus insidieuse. Ce qu'on appelle le politiquement correct, enfin, ce climat politiquement correct fait que je me rends compte en parlant avec un certain nombre d'amis qui eux-mêmes sont écrivains ou qui sont cinéastes, font que la question se pose quand on a le sentiment d'être en quelque sorte en infraction avec le politiquement correct. La question se pose d'une autocensure d'abord. L'artiste lui-même se dit peut-être là, je suis allé trop loin, ça va orienter complètement ce que je veux dire d'une manière déformante et on va donner beaucoup d'importance à un détail qui pour moi n'en est qu'un et on va mal lire mon livre, on va mal regarder mon film. Donc je crois qu'il y a, à cause de cette installation de ce qui est correct et de ce qui ne l'est pas et que nous intégrons tous, y compris à notre insu d'ailleurs, une certaine forme d'autocensure que je trouve inquiétante, navrante. Enfin. Ensuite, les éditeurs eux-mêmes sont obligés, au moins pour un certain nombre d'entre eux, ils se sentent obligés de le faire, d'exercer là encore une sorte de censure. En tout cas, ils conseillent quelquefois à un auteur ou à un autre de supprimer un paragraphe où il lui demande si ce paragraphe est absolument indispensable pour que l'ensemble du texte s'articule correctement. Et je crois que c'est une autre manière, mais indirecte, quelquefois très enveloppante, amicale, chaleureuse,
ne laisse pas ça dans le livre, tu vas avoir des emmerdements, etc. Et c'est aussi ton intérêt que de l'enlever. Et puis si tu l'enlèves pas, je ne sais pas si je vais pouvoir le publier. Enfin bon, il y a ça, qui est une autre manière, évidemment, d'expression de la censure. Et puis, il y a une manière médiatique de censurer qui consiste quelquefois quand un texte est dérangeant, pas forcément parce qu'il s'agit d'un texte à connotation érotique, là, évidemment ça peut être irrévérencieux ou politiquement incorrect pour 1000 raisons, autres qu'érotiques, il arrive qu'on n'en parle pas du tout. Et les livres sur lesquels on met l'accent en disant « Oh là là, ce livre est sulfureux », on est quelquefois déçu si on s'intéresse au soufre et qu'on écoute ce genre de sirène et qu'on lit le texte, on s'aperçoit qu'au fond il n'y a rien là de très nouveau et qu'on est très en deçà du caractère subversif dont je parlais tout à l'heure, qui est pour moi le signe que nous sommes bien en démocratie et le signe que l'art est bien vivant et qui, par nature, il est là pour déranger. L'art n'est pas là pour ranger, en tout cas de mon point de vue. Justement, à propos de ranger, et pour revenir au livre précédent et postérieur à l'édition d'origine de Forge, pourquoi vous avez demandé un texte érotique? Pourquoi cette revue vous a demandé un texte érotique? Alors, il se trouve que cette revue ne publiait que des textes érotiques. La revue s'appelait L'Espoir, une revue dont le siège était en Belgique, je ne me souviens pas si c'est Bruxelles ou une autre ville. Et cette revue avait pour particularité de publier de la littérature érotique. Je n'en avais jamais écrit moi-même, en tout cas de manière consciente ou délibérée. Je me méfie beaucoup, je suis très ennuyé quand on me demande si j'écris de la prose ou de la poésie, si j'écris de la littérature érotique ou non, etc. Je ne sais pas très bien et je n'ai pas très envie d'ailleurs de donner beaucoup d'importance ou de crédit à ce genre de classification, comme à aucune classification de manière générale, mais parce que ça me paraît réducteur. Donc, j'ai avalé la question, j'ai perdu votre question. La question, c'était tout simplement pour revenir à ce que vous aviez fait auparavant, ou à vos centres d'intérêt d'une manière générale, pas simplement en publication. Pourquoi vous avez... Alors pourquoi, je ne sais pas. Je crois que cette revue... Alors je crois que cette revue demandait des textes érotiques à toutes sortes d'auteurs contemporains. Mon deuxième livre, qui était un livre, donc on va dire de poésie ou de prose poétique, je ne sais pas, qui s'appelait Solitude foisonnière, a connu un succès un petit peu étonnant pour un livre de poésie. Et à la suite de cette publication et de ce petit succès, enfin, cette revue m'a sollicité comme d'innombrables auteurs contemporains. Et j'ai répondu à cette commande, au fond. Plus exactement, il m'a semblé que l'un des textes que j'avais écrits pouvait répondre à cette commande. Et je me suis trompé, puisque de l'aveu même de cette revue, mon texte ne convenait pas. Mais les ennuis sont quand même arrivés, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est l'ambiguïté, effectivement, de demander un texte érotique au sens strict du terme, puisque l'érotisme, ce n'est pas une notion, effectivement, facilement définissable. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire que dans l'œuvre, dans les livres que vous avez publiés, c'est plutôt le terme sensualité qui traverse toute cette œuvre, que ce soit... alors on va revenir là au livre sur Chantal Thomas, par exemple, à la splendeur abandonnée, mais aussi le désert de Retz, qui est quelque chose de tout à fait particulier. Et c'est une espèce d'esthétique extrêmement, de goût de l'esthétique extrêmement développé chez vous, non? Bien, je crois en tout cas que ce qu'il y a de commun à mes différents livres, qui paraissent peut-être pour un regard tout à fait extérieur relativement éclectique, je crois que ce qu'il y a de commun, c'est le rapport au corps, à la sensualité. Ce n'est pas la seule chose, mais je pense que c'est très présent dans le dernier livre qui donc est consacré à Chantal Thomas. J'ai souhaité aller plus avant dans cette question-là du rapport de l'esthétique
et de la sensualité et du corps et du formidable, enfin de la révolution, me semble-t-il. Le mot est peut-être un petit peu fort, mais en tout cas gardons celui-là, cette espèce de révolution dans la manière de vêtir le corps et en particulier concernant les vêtements qui touchent tout de suite le corps, qui sont les sous-vêtements. J'ai été très frappé justement par cette démarche de Chantal Thomas qui a changé la silhouette des femmes pour partie ces dernières années, et avec l'apparition de nouvelles matières, etc. Et je me suis intéressé justement à cet aspect-là de sa démarche qui rencontre mon intérêt. Le livre sur le désert de Rhodes, c'est un livre qui a l'air, et qui est, un livre que les libraires classent dans la rubrique histoire de l'art, histoire des jardins, etc. Mais ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est que ce jardin, il s'agit d'un jardin créé au XVIIIe siècle par un personnage libertin, qui était un ami de Laclos. L'une des raisons pour lesquelles ce lieu m'intéresse, c'est qu'en effet, François Racine de Monville, le créateur de ce lieu, a constitué un univers autour de la sensualité, de l'amour des femmes, de l'amour des hommes, du rapport au corps, à la bonne chair, à la nourriture. La cuisine aussi est très présente. Et voilà, je crois simplement que je m'intéresse à la vie, quelquefois de manière extérieure, en ce sens que je crois souvent que je m'intéresse davantage à la vie que je ne suis en vie moi-même. C'est-à-dire que c'est une manière pour moi de ne pas mourir que de m'intéresser à la vie des autres. C'est le travail d'un écrivain aussi. C'est de survivre en écrivant. Sans doute. Je survis en écrivant. C'est mon aliment c'est cet aliment-là qui me permet en effet de continuer. Mais je m'intéresse beaucoup et je suis très intrigué par les personnages ou les créateurs qui, autour de moi, ont l'air d'être tellement en vie. Ils me donnent envie d'aller y voir. Voilà. Donc il y a sans doute ça, il y a sans doute ce fil qui relie les différentes choses. Dans le désert de Rhodes, les surréalistes avaient élu aussi de temps en temps domicile. Ils venaient pique-niquer, habillés de manière déguisée avec des masques. Vous saviez ça? Quelle est la rencontre avec le désert de Rhodes? C'est une histoire aussi singulière. Il faudrait toujours quand même quelques histoires singulières, non? C'est le principe de la rencontre? C'est le principe de la rencontre. Chaque livre est né d'une rencontre. En tout cas, pour ce qui est postérieur au texte « À la splendeur abandonnée ». Je crois qu'il y a vraiment une rupture que j'essaie maintenant de dépasser. Cette arrestation dont on a parlé tout à l'heure a été vraiment pour moi un choc. Et ce que j'écrivais avant, jusqu'à ce texte « À la splendeur abandonnée », il me semble que j'écrivais. Voilà. Depuis que j'ai été arrêté, j'ai commencé à écrire pour m'exposer moins, je crois vraiment. Je ne l'ai pas décidé. Je me rends compte aujourd'hui que j'ai rencontré, par exemple, Chloé Radiguet, qui est la nièce de Raymond Radiguet, qui m'a proposé de faire un travail qui a conduit à la première publication des œuvres complètes de Raymond Radiguet. Donc pendant 3 ans avec elle, je me suis immergé dans les archives de la famille Radiguet pour faire ce travail. Ensuite, le désert de Rhodes, c'est un formidable travail de documentation, puisque c'est un travail qui s'étale sur presque 10 ans, c'est un travail considérable. C'était aussi une manière de ne plus laisser libre cours à ce qui peut sortir de moi. Je crois vraiment que j'ai eu très peur, que j'ai pensé que si on devait m'arrêter quand je suis sincère, quand je dis des choses qui me paraissent comme aller de soi, il fallait un petit peu de temps pour que je me repose. Le livre sur Chantal Thomas, c'est une manière de réconciliation avec le corps,
c'est plus évident, disons, cet intérêt pour le corps que dans les deux travaux précédents. C'est probablement aussi le dernier livre avant le retour à l'écriture, et non plus à l'écriture sur un sujet, sur une œuvre, sur un lieu, sur un personnage que j'ai rencontré. Mais je crois vraiment que cette arrestation dont j'ai fait l'objet m'a meurtri de manière profonde, ce dont je n'ai d'ailleurs pas eu conscience tout de suite. Mais on met du temps pour se relever de ça. J'imagine, oui. Mais dans moi, je le fais, on a déjà 45 minutes. Ah bon, pardon. Non, mais c'est très intéressant. Mais... Alors, par contre, excusez-moi, moi, je voudrais juste poser une question. Il n'y a plus de littérature subversive, mais la subversion, elle n'existe que parce que les tabous et la censure sont forts. Et plus ils sont forts, plus la littérature est subversive. Pardon. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Enfin, c'est une question. Il est quelquefois de bon ton, y compris aujourd'hui, il y a quelques écrivains que je ne souhaite pas nommer, qui répandent cette idée qu'au fond, les dictatures sont de très bons terreaux pour la création artistique, quelle qu'elle soit, et que c'est finalement dans les pays les plus répressifs qu'on a produit les œuvres les plus subversives, les plus utiles au reste de l'humanité ou de la planète, et que donc c'est très bien. Finalement, c'est une sorte de manière, je trouve, assez perverse de cautionner la dictature. En tout cas, ça peut être ça. Je pense au contraire que même dans une démocratie, disons, avancée, ce qui est le cas de la France, ce qui est le cas d'un certain nombre de pays d'Occident, il y a toujours manière à subversion, il y a toujours manière à réflexion, il y a toujours quelque chose à déranger. Et je pense que c'est à la littérature, mais pas seulement, à tous les modes d'expression artistique, que de jouer ce rôle-là, et que c'est un rôle salutaire et qui permet de s'interroger sur ce qui paraît évident. La remise en question, je crois que c'est le rôle de l'art, que de remettre continuellement en question et que de mesurer aussi toujours quelles sont les limites de ce qui a l'air totalement démocratique. Et alors, toujours sur cette même idée, on est dans une société où il y a une irruption des messages et des représentations sexuelles à la télé, dans la publicité, dans le porno chic, etc. Donc, est-ce que vous pensez aujourd'hui que le sexe peut encore choquer ? Et que la littérature érotique peut encore être subversive, alors que tous ces thèmes sont effleurés, même si on reste dans le politiquement correct, sont effleurés et évoqués par les films, la publicité, etc. Mais je crois que la multiplication des représentations sexuelles dans la littérature, mais aussi dans la rue, simplement, à la télévision, dans la rue, sur les affiches, conduit d'une certaine manière à la banalisation, évidemment. Ça ne me dérange pas plus que ça, que le sexe se trouve, ou que les représentations sexuelles se trouvent banalisées, c'est très bien. Il y a bien d'autres choses dont on peut parler et qui présentent un intérêt plus grand. Je crois qu'en effet, le joug extrêmement fort que faisait peser en particulier l'Église et notre culture judéo-chrétienne sur la question de la sexualité, c'est quand même relâché et je m'en réjouis. Qu'il y ait une réaction quelquefois excessive avec en effet l'omniprésence de représentations d'ordre sexuel sur les murs jusqu'à la banalisation, jusqu'à l'overdose, jusqu'à l'indifférence générale, il me semble que c'est l'expression d'une libération que je crois relativement salutaire et qui ne présente pas, selon moi, du tout de caractère inquiétant. Mais pas de danger non plus pour l'imagination d'un écrivain qui voudrait s'exprimer sur le même sujet. Ça n'entrave pas, d'une certaine Je ne crois pas. Je ne crois pas que ça entrave
ou que ça limite, ou que ça amenuise le terreau justement de la création artistique. Je crois que le propre de la création artistique, c'est de pouvoir créer à partir de rien aussi. Ce n'est pas toujours de la réaction, ce n'est pas toujours du commentaire évidemment. Il s'agit de créer, il s'agit d'imaginer, il s'agit de nouveauté. Donc aux artistes d'imaginer et de créer de la nouveauté, de l'inattendu surtout. Et je crois que c'est là leur rôle. Alors, ma dernière question parlait d'érotisme et d'homosexualité. Est-ce que vous trouvez que l'érotisme homosexuel est représenté dans les médias de masse? Qu'est-ce que vous pensez de cette représentation? Je ne pense rien de particulier concernant l'érotisme homosexuel ou ses représentations. J'ai du mal à définir l'érotisme, et donc j'ai du mal à diviser après l'érotisme en deux, avec d'un côté celui qui concernerait davantage l'homosexualité, celui qui concernerait davantage l'hétérosexualité. En tout cas, il apparaît aujourd'hui un certain nombre de figures plus évidemment, enfin, qui relèvent plus évidemment de l'imaginaire homosexuel qu'il y a encore quelques années. Il s'agit de publicité pour la mode, mais quelquefois aussi pour des produits, des tartrans, etc. Donc, ça se banalise là encore. Je crois que l'homosexualité en tant que telle et ses représentations dérangent infiniment moins que par le passé. Et je crois là encore que c'est un formidable progrès dans la tolérance dont je me réjouis. Voilà, mais je crois que un homme portant des talons pour vanter une marque de vêtements féminins ou un parfum féminin divertit, amuse, mais ne choque pas et ne fait finalement que répondre à quelque chose qui est déjà entendu par le plus grand nombre. Enfin, il n'y a plus là, me semble-t-il, de caractère subversif. Les riverains de la région du Perche ne sont pas choqués par la littérature homosexuelle, je pense vraiment. Ni par l'homosexualité éventuelle d'auteurs installés dans le Perche. Non. Je peux en témoigner. Mon Dieu, je vous emmènerai en Auvergne, dans des villages reculés, ça se choque encore. La télévision a fait un travail ces dernières années. Moi, j'habite depuis 10 ans dans ce petit village. Je vous assure que la manière dont l'homosexualité en particulier, puisqu'on parle de ça, est perçue aujourd'hui n'est pas du tout ce qu'elle était il y a 10 ans. C'est moins diabolisé, mais c'est pas... Et parce qu'ils regardent la télévision toute la journée, que maintenant ils ont... Mon voisin qui a 85 ans a 150 chaînes de télévision. Moi j'en ai 6, mais lui en a 150. Et il est incroyablement renseigné sur tout, et voilà, c'est la vie. Il habite dans ce petit village du Perche qui compte 300 habitants. Mais ce qu'il voit maintenant, ce n'est plus derrière le rideau de la fenêtre, c'est dans l'écran de la télévision. Et là, c'est 150 chaînes et c'est une ouverture sur le monde incroyable qui fait qu'il est beaucoup plus ouvert et beaucoup plus disponible. Je crois que la télé a changé beaucoup les choses. Vous continuez à filmer. On croit toujours que c'est fini, puis vous filmez toujours. Tout à l'heure, enfin, moi je suis pas au courant de l'histoire de la répression et tout, mais vous n'avez pas été victime d'une cavale politique, non? Vous n'avez pas de gauche et, Du tout, non. Bon, je suis clairement pas de droite, si vous voulez, mais je n'ai... vous avez du mal à définir ce qui est hétéro et homo, mais par contre, vous pouvez dire je suis pas de droite, c'est marrant ça. Ben, disons que si de manière un peu schématique, Oui, non, je ne saurais pas vous dire où est la limite, en tout cas, entre les deux. Bon, disons que je suis quand même... Bon, c'est assez facile de dire ce qui est plutôt la droite, ce qui est plutôt la gauche. Mon cœur est plus par là, à gauche, qu'à droite. C'est-à-dire je ne suis pas du côté de la défense à tout prix
de la tradition, des valeurs qui appartiennent au passé, par exemple, qui sont des idées plutôt... Je ne suis pas du côté réactionnaire, on va dire, si on ne voulait pas que je dise droite-gauche, côté réactionnaire, mais plutôt du côté de ce qui bouge, parce qu'il me semble que ça va avec la vie. Enfin, voilà. Donc se cramponner de manière un peu désespérée et très souvent pathétique à ce qui est derrière soi me navre. Voilà. Donc c'est en ce sens-là que je ne me sens pas, en tout cas, proche des partis conservateurs. La conservation, de manière générale, m'inquiète. Mais cette histoire d'exposition du musée des horreurs, c'est carrément stalinien comme idée. C'est pasqualien. En tout cas, c'était Pasqua, oui. Ça ressemble un peu à des manœuvres politiques en même temps. Mais c'était une manière de ramener les voix. L'idée étant que des gens qui traditionnellement votaient plutôt pour le Front National ne votent pas pour le Front National et votent directement pour Jacques Chirac. C'était ça. Donc ils sont allés chasser sur un terrain. Mais là, ils se séparent sur le racisme. Mais ça n'a pas marché. Mais non, mais ça n'a pas marché. Parce que je me rappelle que même le Figaro, le lendemain, se moquait de Pasqua, ce qui n'était pas le but recherché. C'est grillé dans tout son électorat de droite. Les gens intelligents, quoi, il ne faut pas les ramener, quelle que soit leur couleur politique. Mais ça a été vite... bon. Alors ensuite, ce qui est embêtant pour les gens comme moi, ou pour les titres de presse qui ont été ennuyés, c'est qu'après, une fois que la machine est en route, ça prend des mois pour l'arrêter. Même si Pasqua, entre-temps, s'était totalement désintéressé et de mon affaire... J'imagine bien les amalgames, quoi. Enfin, je suppose que mais ils avaient fait une sorte de goulash, c'est-à-dire que quel est le rapport entre mon texte, une affiche du Minitel Rose, la couverture du magazine Playboy, il y avait Penthouse aussi, je sais plus quoi. Enfin, pour moi, on ne parle pas de la même chose, il ne s'agit pas des mêmes choses. De les réunir dans une pièce, derrière une vitrine, enfin, déjà en soi, c'est très très curieux. Donc c'était une manière de faire feu de tout bois, qui a échoué. Voilà. Sauf que pour certaines personnes, moi un peu naïf, un peu jeune aussi encore à l'époque, tout à coup vous êtes, on défonce votre porte, on vous met un pistolet sur la tempe, vous êtes tout nu par terre, parce que quand ils sont arrivés, j'étais en train de me laver les dents dans ma salle de bain, parce que c'était tôt le matin et que j'étais à poil et que vous êtes plaqué contre le sol, tout nu, avec les flics qui font des commentaires sur la taille de votre zizi, avec le pistolet sur la tempe, on s'en rappelle. Et moi, je ne savais pas que c'était des policiers, parce qu'ils ne vous le disent pas, et qu'ils étaient que des gens en survêtement, et que je me demandais qui venait me tuer. Et je pensais qu'il s'agissait d'une erreur, que c'était un règlement de compte, et qu'ils s'étaient trompés d'étage. Non. Et bien ça choque vraiment. Ouais, puis nous, en plus, qu'est-ce qu'on leur avait dit aussi, quoi. Genre, ils savent... Non, eux, rien. Après, eux, rien. J'ai compris. C'est qu'en fait, quand il y a une commission rogatoire, d'abord, c'est pas tous les matins qu'on délivre une commission rogatoire comme ça à des flics. Donc, c'est l'événement du mois ou du semestre, j'en sais pas très bien. Et ils savent pas qu'ils arrêtent. Ils savent pas si c'est un criminel, un terroriste, un trafiquant de drogue. Ils savent pas. Ils savent simplement qu'ils ont les pleins pouvoirs pour l'arrêter si la personne résiste. Ça veut dire, vous faites comme vous voulez, mais vous me ramenez cette personne. Donc ils sont complètement excités, comme des enfants. On ne peut même pas leur en vouloir. Vous n'avez pas porté plainte ? J'ai eu cette tentation. Mon avocat et d'autres personnes m'ont dissuadé de le faire parce que les gens qui ont demandé que je sois arrêté n'étaient plus en place au moment où ma plainte il y aurait eu un début d'instruction. Ces gens-là n'étaient plus rien, parce qu'ils n'étaient plus ministre de l'Intérieur, enfin, etc. En plus, j'avais bénéficié donc de la protection explicite de François Mitterrand grâce à Marguerite Duras. Donc j'allais... Bon. Alors je pouvais porter plainte pour la forme, mais peut-être j'aurais dû le faire par civisme aussi, pour que ça ne se produise plus ou pour qu'on en parle encore, mais j'allais mal. Je ne voulais plus entendre parler de cette histoire. Et moi, j'avais une raison complètement idiote, je reconnais, et égoïste de vouloir porter plainte. Je disais à mon avocate, oui, mais moi quand même, qui va me rembourser ? Parce qu'ils ont cassé ma porte, ils ont cassé ma chaîne IFI, ils ont tout fracassé, tout était détruit chez moi.
Et je disais, mais qui va rembourser ça? Et si je dépose pas plainte, l'assurance ne marchera pas, tout ça. Et on m'a dit oui, mais enfin bon. Voilà. Donc non, j'étais KO. Voilà. Mais clairement, ce qu'on vous reprochait, c'était sous-jacent, c'était de faire l'apologie de la pédophilie, non? Ça n'a jamais été dit. On m'a reproché ce que j'ai dit là. Ce qui d'ailleurs est assez étonnant, c'est qu'au fond, on a le droit de raconter, si on prend les choses à l'envers. J'aurais écrit un texte où il y a deux hommes qui s'envoient en l'air. Bon, ça, il y en a plein de la littérature. Enfin, c'est pas, je pense que ça n'aurait évidemment pas suffi. S'il y avait eu, en effet, parce que là, l'un des deux protagonistes meurt dans ce texte, si la personne qui a l'air d'être la plus âgée avait tué la personne qui a l'air d'être la plus jeune, on m'aurait rien dit non plus, ou on aurait pensé que c'était, en effet, là, tout à fait un affreux pédophile qui va tuer un gosse, ou j'en sais rien. Et là, c'est absolument pas de ça qu'il s'agit. Donc ils n'ont pas pu non plus réduire à ça complètement. C'est une autre image tendue que de dire que la jeunesse, la liberté c'est pas l'âge, n'a pas la sécurité. Mais oui.